Bonjour et bienvenue dans votre magazine T'as vu, présenté par les Masters 2 en journalisme de l'Université catholique de Lille. Au sommaire aujourd'hui, à l'occasion du mois sans tabac, nous sommes partis à la rencontre de fumeurs qui tentent ou non d'arrêter de fumer. Nous nous sommes intéressés au phénomène du manger sain et nous découvrirons aussi des bons plans afin d'acheter vos livres moins chers. Et nous vous dévoilerons également les coulisses de la nocturne de Millet au Palais des Beaux-Arts. Nous sommes au mois de novembre et le mois sans tabac a commencé depuis 15 jours déjà. Théo et Nicolas sont partis à la rencontre de fumeurs qui ont tenté ou non d'arrêter de fumer. Est-ce que vous faites le mois sans tabac ? Non, non du tout. Non. Non, moi je le fais pas. Moi non plus. Depuis le 1er novembre, les fumeurs sont invités à stopper leur consommation de cigarettes dans le cadre du mois sans tabac. Mais au fait, qu'est-ce que c'est ? Le mois sans tabac, c'est un mois dédié aux fumeurs pour qu'ils puissent arrêter de fumer pendant 30 jours. Les aider à arrêter de fumer, c'est un vrai combat. Et on sait qu'arrêter pendant 30 jours, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter durablement le tabac. Donc ça vaut le coup de tenter l'expérience de ce mois sans tabac. La première année, donc 180 000 personnes se sont mobilisées sur Tabac Info Service, sans compter 600 000 kits d'aide à l'arrêt du tabac distribués. Je ne sais pas si vous voyez, c'était une première initiative. En fait, c'est une vraie campagne de marketing social, comme on n'avait jamais tenté en France. Cette histoire du mois sans tabac vient d'une opération menée par le ministère de la Santé anglais qui a mis en place depuis 5 ans, depuis 2012, une campagne qui s'appelait Stoptober, arrêtée au mois d'octobre. Comment accompagner le fumeur tout au long de ce processus ? Dans le cadre du mois sans tabac, plusieurs outils ont été promus pour pouvoir aider, par exemple, ce livret « Je me prépare », c'est mieux se connaître avec son tabac, ses habitudes, quelles cigarettes sont les plus sensibles, celles dont je n'arriverai jamais à me passer, et donc donner quelques petites astuces. Bien sûr, la roue de l'économie, à chaque jour, sans tabac, à chaque jour des gains. Des moyens mis en place qui ont prouvé leur efficacité. Effectivement, je l'ai fait l'année dernière. Et alors, ça m'a beaucoup aidée. C'est grâce à ce mois-ci que je ne suis plus accro. Donc, j'ai commencé le 1er novembre à arrêter de fumer. Et c'était facile parce que du coup, la veille, c'était Halloween et j'avais pas mal fumé. Donc, ça m'avait déjà un peu dégoûtée. Et pendant une semaine complète, j'ai pas du tout fumé. Après, j'ai essayé de refumer une cigarette, mais elle n'est pas très bien passée et je commençais à ne plus être accro. Et à la fin du mois de novembre, je pouvais dire que je n'étais plus fumeuse et je me considérais telle quelle comme une non-fumeuse. Et maintenant, je suis devenue une fumeuse occasionnelle. Chez les buralistes, la vie reste plus mitigée. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. C'est les gens, ils sont quand même capables de savoir s'ils ont envie de fumer ou non, si ça a un impact sur leur santé. Moi, je crois que si on fait attention à ce qu'on fume par jour, je crois que ce n'est pas si dangereux que ça. Au final, que retenir de cette opération à mi-parcours ? L'impact du mois sans tabac, c'est difficile d'en tirer encore un bilan puisqu'il reste encore 15 jours. À chaque jour, son arrêt, à chaque jour, son succès. Donc, effectivement, moi, je trouve que le mois sans tabac a un énorme impact sur sa projection. Sa projection quand on est fumeur, de se dire à un moment donné, je m'interroge sur ma consommation. Et rien que le fait de s'interroger sur sa propre consommation, son souhait peut-être de s'imaginer, de se mettre un objectif, c'est déjà énorme pour un fumeur et c'est un grand pas dans tout un escalier, c'est déjà une première marche. Avec environ 73 000 morts par an, le tabac reste une des principales causes de décès en France. Le mois sans tabac est l'occasion de diminuer sa consommation. Et pour débriefer avec nous, Théo nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Théo. Bonjour Juliette. Alors, est-ce que brièvement, vous pouvez nous dire ce que c'est que le mois sans tabac ? Alors, le mois sans tabac, comme on a pu le voir dans le reportage, c'est un mois dédié aux fumeurs et sur 30 jours du mois de novembre, ils doivent arrêter de fumer ou du moins essayer d'arrêter de fumer ou de réduire leur consommation de tabac. Alors justement, est-ce que vous avez des chiffres, en tout cas en France, sur le tabac ? Alors justement, Madame Testolin, qu'on a interviewée, nous a rappelé qu'il y avait 13 millions de fumeurs et sur ces 13 millions de fumeurs, il y en avait 8 millions qui seraient plus
plus ou moins susceptibles d'arrêter. Et c'est surtout vers eux que ce mois sans tabac, que cette opération se dirige pour essayer de les accompagner, de les suivre dans ce processus de sevrage. Alors au sujet de cette opération, est-ce que ça impacte tout le monde ou ça fonctionne plus sur certains profils de fumeurs? Alors ça se dirige vers tout le monde, bien évidemment, puisque quelles que soient les catégories de fumeurs, ça se dirige vers tout le monde. Mais il y a une différence entre les jeunes fumeurs et les fumeurs plus âgés, entre guillemets, parce que, comme nous le rappelait Madame Testelin, on commence la cigarette à 15 ans ou à 25 ans, les effets ne seront pas les mêmes sur le corps humain. Oui, c'est vrai. Donc du coup, le mois sans tabac s'adresse à tout le monde pour cette opération. Alors justement, par rapport au tabac, on sait qu'en mars, le paquet de cigarettes va augmenter environ d'1 €. Oui. Et est-ce que selon vous, ça va réduire le nombre de fumeurs? Du reportage d'après le reportage qu'on a pu faire, augmenter le paquet de cigarettes de 1 € ne reviendrait pas forcément à arrêter la consommation de cigarettes, puisque la plupart des fumeurs se rabattraient vers l'achat en Belgique. Ah, donc ça ferait une fuite entre guillemets des acheteurs, et de ce qu'on a vu, ça n'empêcherait pas les consommateurs de continuer à fumer en France, à acheter leur paquet en France. Merci beaucoup Théo. Merci à vous Juliette. Et alors le phénomène du manger sain, vous en avez peut-être déjà entendu parler sur les réseaux sociaux ou peut-être êtes-vous déjà impacté par ce dernier. Julia est partie enquêter pour nous. Ah, les réseaux sociaux, tous ces moyens d'influence qui font naître des phénomènes de mode. Parmi ces derniers, la healthy food et les fit girls font le buzz depuis 2-3 ans maintenant et modifient notre manière de vivre. Alors, est-ce que vous avez un compte Instagram? Ouais. Oui, j'en ai un. Oui. Et en général, est-ce que tu préfères manger sain ou plutôt manger gras? Je préfère manger sain. J'ai toujours été habituée comme ça et manger gras, ça, j'aime pas trop. J'essaie de manger sain, même si parfois quand on sort avec des amis ça risque d'être un peu plus dur, mais je préfère manger sain parce que je me sens beaucoup mieux. Quand j'ai pas le temps ou quand j'ai pas trop l'argent de payer des trucs équilibrés, je mange gras, normal. Et comme des réseaux sociaux à la réalité, il n'y a qu'un pas, Naïma, célèbre Instagrammeuse aux jolies photos saines, a réussi à faire de sa passion son métier avec Slow Green Cantine. Alors qu'est-ce que vous proposez dans votre établissement? Des choses saines en fait et gourmandes, donc essentiellement à base de légumes, comme par exemple le veggie ball qu'on propose le midi, qui est fait avec des légumes de saison et locaux, et principalement bio. Et après, on a une deuxième formule qui est à base de tartines de pain au levain, petit épeautre, pour, on va dire, appauvrir en gluten et puis vraiment apporter des choses qui se digèrent facilement. Pourquoi avoir décidé justement de choisir une alimentation saine comme ça? Pour un bien-être personnel, quoi, je pense que on se rend de plus en plus compte de l'importance de l'alimentation pour rester en bonne santé. Donc voilà. Et ce côté vegan, healthy, gluten-free et compagnie s'exporte de plus en plus dans les bâtiments de restauration. Alors dans votre salon, vous proposez des pâtisseries véganes, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de demandes et puis parce que c'est un peu un challenge aussi et ça m'amuse pas mal. Alors vous avez participé au marché vegan, pourquoi aussi? Alors tout simplement parce que Végétal Evo a fait appel à tous les prestataires qui proposent du vegan, pardon. Et puis que nous on trouvait ça sympa et c'était vraiment un super marché, donc vraiment on regrette pas de l'avoir fait. Il y avait beaucoup de monde? Alors il y avait énormément de monde, ça nous a beaucoup surpris parce qu'il y avait pas mal de prestataires qui proposaient des pâtisseries, donc on n'a pas voulu être trop fou, on n'a pas voulu en faire trop. Au final, en 2 heures, tout était parti. On a un peu dû plier le bagage parce que les pâtisseries, il faut les faire, il faut qu'elles refroidissent, donc c'était même plus possible d'en refaire à temps. Selon les idées reçues, on pense en général que manger sain a un coût bien plus important qu'un repas type fast-food. Mais est-ce réellement le cas? Pour Slow Green Cantine, un repas sans boisson coûtera de 10 à 12 €. Pour McDonald's, un menu best-of, c'est-à-dire un burger plus accompagnement et une boisson, coûtera 7,20 €. Pour Five Guys, on aura un menu avec un burger, des frites et une boisson entre 15 et 18 € selon la boisson choisie. Pour Bagelstein, on aura un menu à moins de 10 € avec un bagel, un dessert et une boisson. Alors oui, cette tendance du manger sain videra un peu plus votre porte-monnaie. Libre à vous de choisir votre alimentation selon vos besoins.
Et pour répondre à nos questions, Julia nous a rejoint. Bonjour Julia. Bonjour. Alors par rapport au reportage qu'on a vu au sujet de la dame avec son établissement qui s'appelle le Slow and Green Canteen, elle a ouvert depuis combien de temps et est-ce que ça marche vraiment bien? Alors ça fait 2 semaines tout pile qu'elle vient d'ouvrir et ça marche plutôt bien. Il y a des personnes qui viennent tous les jours. Des clients ont relayé aussi l'information de son ouverture sur des pages spéciales vegan, bio, cruelty-free, etc. Et donc ça marche plutôt bien. Effectivement, tous les midis, elle a pas mal de plats qui se vendent et même des fois la rupture de stock à certaines périodes. Alors vous avez parlé de menu vegan. Est-ce que manger sain, c'est forcément manger vegan? Non, vegan, c'est une particularité parmi d'autres. Il y a les végétariens, etc. Donc ça, c'est plus lié aux animaux, etc. et les matières végétales, etc. Mais manger sain, c'est surtout faire attention à son corps, donc éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré, etc. D'accord. Et on a vu aussi des gâteaux dans le reportage. Alors moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut faire un gâteau sans matière grasse? Est-ce que c'est vraiment possible? Bon, on voit des gâteaux qui ont l'air très appétissants, je pense, dans le reportage. Donc oui, on peut faire des gâteaux sans matière grasse. Il faut simplement la remplacer parce que sinon, vous n'aurez pas de gâteau. Ça peut se faire, par exemple, avec de la banane, de la betterave, de la courgette. Ça ne se sent pas quand on le goûte, mais ça remplace tout à fait la matière grasse. Ça va juste parfois changer un peu la texture, mais c'est tout. D'accord. Alors ce phénomène a été lancé en partie sur les réseaux sociaux. C'est ça. Est-ce que c'est un effet de mode selon vous ou au contraire ça va durer dans le temps, on va en entendre parler encore pendant un certain temps? C'est un effet de mode, oui, puisque c'est vraiment, comme vous venez de le dire, par les réseaux sociaux que c'est apparu. Voilà, on a vraiment beaucoup, par exemple sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, on voit vraiment beaucoup de personnes qui font attention à ce qu'elles mangent et beaucoup de gens les suivent. D'ailleurs, comme Naïma qu'on voit dans le reportage qui a lancé son restaurant. C'est un effet de mode, oui, c'est sûr, puisque c'est vraiment apparu avec ça. Est-ce que ça va durer? Les effets de mode ont tendance à s'arrêter avec le temps, mais il y aura quand même toujours des personnes qui feront attention à ce qu'ils mangent. Donc après, seul l'avenir nous le dira, donc on verra bien. Alors j'ai une dernière question, la plus intéressante. Est-ce que vous avez testé? Oui, j'ai testé. Les gens peuvent peut-être avoir peur de se dire ça n'a pas de goût, un hamburger c'est beaucoup mieux. Mais les deux sont très bien en fait. On peut manger sain et trouver ça bon. Il suffit juste de bien assaisonner, etc. Et même au niveau des gâteaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la texture ou quoi qui va changer, mais ça reste bon, ça reste sucré, donc on peut se faire plaisir en faisant attention à ce qu'on mange. On prend en note alors, très bien. Merci beaucoup Julia. De rien. On parle bon plan à présent. Si vous êtes des lecteurs assidus, ce dernier va vous intéresser. Chloé, Rachel et Charlotte sont partis à la rencontre de librairies d'occasion. Les librairies indépendantes peinent à faire face à la concurrence. Pourtant, le livre d'occasion a su conquérir sa place sur Internet et en boutique pour permettre à tous d'accéder aux livres à un faible coût. Recyclivre, c'est né il y a 8 ans. C'est un monsieur qui s'appelle David Laurin, qui est le fondateur de Recyclivre, qui est revenu vivre à Paris après une expérience professionnelle à l'étranger, qui faisait un bête constat chez lui. Il avait des livres dans sa cave. Ces livres-là, il n'allait pas les relire, mais il avait surtout pas envie de les mettre dans une poubelle. Et de là est né Recyclivre sur le principe de pouvoir proposer une collecte dédiée aux livres, mais aussi en se disant que ces livres-là, ils ont été imprimés, ils ont été fabriqués, ils ont un coût environnemental. Plutôt que de les jeter, je vais essayer de leur redonner une deuxième, une troisième, une quatrième vie. Recyclive.com, c'est notre site. On trouve toutes les références de nos bouquins. Il suffit de taper le titre, chercher la commande. Et ce qui est intéressant chez Recyclive, c'est que contrairement au site Marketplace qui nous impose entre guillemets à poser des frais de port, nous on a mis le frais de port dans la vente du livre. C'est certes une livraison gratuite, mais c'est tellement plus cohérent. Certes, on paye de l'expédition, mais c'est beaucoup plus cohérent de fonctionner ainsi et c'est vachement plus intéressant. Pour donner des bouquins, on a un onglet qui s'appelle Donner ses livres. Vous tapez votre code postal. Si vous êtes dans une zone où on peut collecter directement, vous avez juste à remplir une fiche. Et on vient pour un minimum de 50 livres. Ça équivaut à un carton, comme ça. Et donc du coup, on donne un rendez-vous sous 10 jours pour pouvoir ramasser les bouquins, quoi. Si vous n'êtes pas dans notre zone de collecte, on a plusieurs solutions. Soit on vous dépoche chez un point livre, c'est un partenaire à nous, ça peut être un Emmaüs, une bibliothèque, un magasin, une ressourcerie, une association. L'idée c'est que cet asso puisse récolter ces bouquins-là, même les utiliser pour elles-mêmes, même si ça finit pas chez nous, c'est pas grave. Mais au moins c'est une solution de proximité. On fait d'abord un tri qui est dit manuel. On va retirer les livres beaucoup trop abîmés, des livres à contenu obsolète. Je prends l'exemple des manuels scolaires, des encyclopédies, choses comme ça. On fait un deuxième tri qui est dit informatique. C'est-à-dire que grâce à ce tri, on va pouvoir sélectionner les bouquins dont on sait qu'ils vont être achetés par quelqu'un. Tout ce qu'on va revendre,
On va le mettre sur des palettes et on va le stocker dans un lieu qui s'appelle Logins, qui est en Essonne. On stocke tous nos livres dans cet endroit-là. Il y a 1 100 000 bouquins à l'heure actuelle. Une fois qu'on a vendu un bouquin, nous on vit grâce à cette vente, on finance cette entreprise d'insertion et on reverse 10% des revenus nets de nos ventes à des associations comme Lire et Faire Lire, comme le Secours Populaire. La bouquinerie du Sar se démarque par leur boîte à livres installée dans toute la métropole lilloise pour attirer le regard. Il y a 1 mois, ils ont même ouvert une boutique pour compléter le site internet. La bouquinerie du Sar, c'est une entreprise d'insertion qui collecte des livres dans toute l'agglomération lilloise grâce à une trentaine de box de collecteurs sur lesquels on a écrit « Donnez vos livres ici ». Et les particuliers se débarrassent des livres dont ils n'ont plus besoin chez eux et nous les collectons pour les revendre afin de financer la création d'emplois solidaires. Et c'est vrai qu'il y avait des livres qu'on ne pouvait pas vendre sur internet alors qu'ils étaient sympas. Alors on les donnait soit à des associations, parfois aussi on les recyclait, mais c'est vrai que c'est plus chouette de pouvoir les remettre à disposition des personnes qui habitent autour de chez nous, et d'où l'idée de la bouquinerie, de la librairie à 1 euro. Voilà. Les livres que l'on met à recycler, on essaye de trouver les trucs sympas. Pour enfants, il y a vraiment une grande catégorie de livres pour jeunesse, pour aussi les premiers pas dans la lecture, voilà, tout ça. Les auteurs à succès, des livres de cuisine, des livres sur les voyages, alors des témoignages de beaux voyages, ou aussi des témoignages spirituels. Voilà, donc ce sont des livres qui ne sont pas forcément... Peut-être qu'il y a trop de monde à les vendre sur Internet, donc en fait on n'arriverait pas forcément à les vendre sur Internet. Alors qu'en fait ils sont sympas quand même à lire, et du coup voilà, ils sont à disposition ici. Ouais. C'est une librairie qui se veut semi-autonome, donc les personnes viennent et en fait choisissent les livres qu'ils aiment, et après on leur propose une participation à 1 euro par livre. En fait, c'est pas tant le prix du livre, 1 euro, qu'une participation pour nous aider à développer le projet d'insertion que l'on a créé. Il y a quand même, pas mal de personnes qui sont vraiment contents d'avoir des livres à un si bas prix, en fait. C'est vrai que ça simplifie. Pas mal de mamans qui nous disent bah ouais, les enfants ils ont rapidement lu le livre au fond, et voilà, bah là ils pourraient même revenir le rapporter et ils tourneraient pour quelqu'un d'autre et en prendre d'autres. Vous voyez ce que je veux dire, ça fonctionne un peu comme ça. Donc oui, il y a des bons retours par rapport à ça. Le truc c'est que les livres sont pas référencés, quoi. Il y a ce qu'il y a en fait, c'est tout. On n'a pas de stock en plus, c'est ce qui est exposé. Malgré l'essor des ventes sur Internet, il ne fait aucun doute que les librairies ont encore un long avenir devant elles. Il faut que les librairies physiques continuent à vivre, parce que c'est les librairies physiques qui nous donnent l'envie de découvrir d'autres choses. C'est d'avoir des vendeurs qui ont des conseils. Et pour répondre à nos questions, Chloé nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Chloé. Bonjour Juliette. Alors par rapport à ces librairies d'occasion, est-ce que les libraires ont en fait un stock limité ? Alors, ils n'ont pas réellement de stock limité. La limite pour eux, c'est là où ils sont placés, parce qu'ils sont placés quand même dans des sortes de petits hangars, finalement. Pour la bouquinerie du Sar, ils aimeraient monter jusqu'à au moins 100 000 livres de stock. Mais pour le moment, ils sont un peu moins de ce chiffre-là. Et en ce qui concerne Recyclivre, eux, c'est un peu délocalisé, c'est en Essonne. Et là, ils ont vraiment un stock beaucoup plus important de livres. Mais en fait, c'est dans l'optique que les livres restent pas longtemps aussi. Donc, ils essayent quand même d'avoir un stock limité sur certains livres. D'accord. Alors, vous êtes rendu sur le terrain. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la motivation de ces vendeurs ? Alors la motivation, elle est écolo, puis avant tout aussi, parce qu'ils essayent de donner une seconde vie à ces livres qui ont déjà été lus, relus, etc. Et aussi, il y a un côté social, puisque les deux, que ce soit la bouquinerie du Sar ou Recyclivre, ils ont un projet de réinsertion pour certaines personnes, et ce qui est fortement appréciable. Donc c'est écologique et social à la fois. Oui, c'est écologique et social. Et par rapport au profil des acheteurs de ces livres d'occasion,
l'occasion, vous avez une idée particulière de qui ça concerne principalement? Alors quand nous sommes allés faire le reportage, il y avait tout type de personnes, des amoureux de la littérature ou voilà, des enfants, des mamans, tout ce que vous voulez. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent dans ces bouquineries. Et dans l'ensemble, leur réaction, c'est qu'effectivement, ce sont des bonnes affaires? Oui, il y a beaucoup de gens qui repartent, qui finalement sont venus juste pour voir un petit peu ce que c'était et qui repartent avec une dizaine de livres. Donc comme quoi les bas prix donnent envie aux gens de lire beaucoup. D'accord, merci beaucoup Chloé pour vos réponses. Le Palais des Beaux-Arts accueille l'exposition Jean-François Millet depuis plusieurs semaines déjà. Une nocturne a même été organisée. Gary et Camille s'y sont rendus pour nous. Mercredi 15 novembre, le Palais des Beaux-Arts de Lille accueillait une nocturne pour étudiants. L'occasion de visiter le musée gratuitement et de s'improviser artiste avec des modèles nus. Elles ont lieu depuis 2009 et dès notre première édition, ça a fonctionné vraiment du tonnerre, c'était extraordinaire. Même s'il a fallu vaincre quelques réticences évidemment au début, parce que pour l'équipe de conservation, c'était un petit peu... peut-être un peu osé que de faire venir des modèles vivants nus. Ils ont imaginé que peut-être ça deviendrait un pugilat, que ce serait du voyeurisme. Et en fait, dès le début, les étudiants ont senti que c'était un exercice relié aux beaux-arts, travail d'anatomie, et que c'était sérieux. Et donc, ils ont été tout de suite sérieux et ça a super bien marché. Et je dirais qu'ils sont 400 à 500 en général à dessiner tous ensemble, quand ils sont tous assis. Après, il y a 1000 à 1500 étudiants. Bon, là, on sera bien sur 1500, je pense, ce soir. Et donc, ça veut dire que tout le monde ne dessine pas, mais qu'on invite tout le monde à dessiner. Donc il y a des gens qui viennent des écoles des beaux-arts qui savent très bien comment ça fonctionne et qui viennent avec leur matériel. Souvent ceux qui dessinent d'ailleurs viennent avec leur matériel. Il y a ceux qui sont des dessinateurs occasionnels qui se disent « Ah tiens chouette » et qui prennent un papier et crayon et qui profitent du fait qu'on donne le matériel. Il y a tous ceux qui n'ont jamais dessiné, qui n'osent pas, qui s'amusent. Ils viennent souvent en groupe les étudiants, donc ça rigole un peu et voilà, c'est marrant en fait. Mais l'idée c'est quand même de leur laisser la possibilité, même s'ils n'ont jamais dessiné ou s'ils ont dessiné il y a longtemps, de renouer avec ce plaisir qu'on a toujours quand on est enfant. Dessiner, certains en sont encore timides. Alors, faculté universelle? Je pense que tout le monde peut s'y mettre. Après, c'est juste une question de pratique. C'est ouvert à tout le monde. Je pense qu'effectivement, des événements comme celui-là peut promouvoir le nu et donner envie aux gens, même qui ne dessinent pas, de s'y tester en fait. Ça peut ramener énormément de monde, surtout que là, il y a pas mal de modèles derrière moi et c'est vraiment sympa de leur part de poser comme ça. C'est quelque chose de fastidieux et j'espère qu'ils seront payés en conséquence. Qu'est-ce que vous pensez du nu? C'est super bien. C'est une super cool idée, c'est vraiment bien fait, j'aime la France pour ça, il y a beaucoup d'opportunités pour ces choses ici. Quand je dessine de mémoire et donc du coup si j'ai un nu devant moi, un vrai nu, je peux appréhender la réalité plus que dans ma tête. Donc ça c'est intéressant. Les vrais artistes sont bien ceux sur scène. Mais alors, c'est quoi être modèle nu? En fait, ça a commencé avec un cours aux Beaux-Arts, en dessin. Et puis de fil en aiguille, j'en ai eu un peu plus. Ça foutait un peu plus la pression, quoi. Il y a quand même beaucoup de personnes, il y a du mouvement et tout. Et surtout, le thème, en fait, ça aurait été libre. On aurait eu à faire, entre guillemets, nous, on décide, quoi. Ça aurait été différent, mais parce que là, le thème de Millet, moi, perso, m'a foutu un peu la pression. Parce que faire des postures de travail à poil, bon, comme s'il y a du bois, par exemple, ce qu'on a fait, c'est pas l'idéal, quoi. Je pose depuis l'année 2008. Garder la même posture, la première fois, en plus, c'était long, c'était pendant 3 heures. Donc garder la même posture, c'est pas quelque chose de naturel. Donc forcément, déjà, tu as les douleurs, tu as des tensions. Tu te connais pas encore forcément dans ce domaine-là. Donc tu mets du temps à comprendre qu'il y a des poses que tu peux faire, que tu peux tenir ou pas, en fonction des durées, de la difficulté de la pose. Et c'est ton intention, ton sentiment qui va donner du caractère à ta pose. Et à mon sens, un beau modèle, c'est quelqu'un qui arrive à retranscrire une émotion, un geste, un mouvement, et qui arrive à donner envie aux autres de dessiner et de sculpter. Qu'est-ce que tu as en retour? T'as des témoignages humains, mais de ouf. T'as plein de dessins différents alors que c'est le même corps, entre guillemets, et il n'y en a pas un qui se ressemble, et c'est trop beau. Ça, c'est vraiment beau. Un métier plus difficile qu'il n'y paraît, au sacrifice de l'art. En promeneur ou en initié, la prochaine nocturne vous ouvre ses portes le 15 décembre prochain.
Nicolas et Camille nous ont rejoints sur le plateau. Bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour Juliette. Alors Camille, vous êtes allée à cette nocturne de Jean-François Millet. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle consiste en quelques mots? Une nocturne, c'est un événement très particulier qui est déjà réservé aux étudiants de moins de 26 ans. Les portes sont ouvertes de 19h à 22h. L'exposition est visitable gratuitement, mais l'événement clé de cette nocturne, c'est cette pose de nu dans l'atrium des Beaux-Arts. Donc une très grande pièce où tout le monde se réunit pour dessiner. Des gens qui savent dessiner comme des gens qui n'ont jamais tenu de crayon, mais avec l'ambiance, en fait, réellement, ça les invite à essayer. Alors justement, au sujet de l'ambiance, on a vu que le profil du public qui est venu à cette nocturne, c'est surtout des étudiants en art. Ça s'en est ressenti dans l'ambiance, justement? Oui, alors ça s'est ressenti dans l'ambiance, mais ça fait partie du jeu, parce que le nu, c'est un dessin académique, et c'est un exercice assez fastidieux. Donc les étudiants en art réellement ont passé toute la soirée assis ou debout à dessiner. Et les promeneurs, en fait, comme du matériel est mis à disposition, on vous donne des feuilles, des fusains ou des crayons de bois. Tout le monde est vraiment invité à participer, même sans expérience. Donc ça donne envie. Donc ça, c'était pour la nocturne. Et justement, est-ce que vous pensez que cette nocturne organisée attire d'autant plus de monde dans l'exposition en général? Oui, parce qu'en termes de chiffres, réellement, sur une journée aux Beaux-Arts, enfin sur un week-end, on va avoir autant de personnes que sur une nocturne. D'accord. Alors, ils ne font pas de bénéfices, donc c'est vraiment un sacrifice en faveur de l'art. D'accord. Mais ça attire du monde et surtout, ça fait du bouche à oreille parce qu'une soirée comme ça, c'est quand même unique. Et on en parle avec ses copains et on revient même le week-end pour aller voir l'exposition parce qu'on en a parlé, quoi. Et au niveau des échos, je suppose que c'était plutôt positif au niveau des étudiants? C'était très positif. Tout le monde était super impressionné. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'étudiants qui ne dessinaient pas et qui sont venus pour l'exposition. Il y en a beaucoup qui m'ont clairement fait comprendre qu'ils sont passés devant, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés. Et en fait, ils étaient vraiment très surpris parce que comme c'était ouvert et que c'était gratuit, ils ont vraiment été bercés dans une ambiance qui leur ont donné envie de revenir au musée parce que d'habitude, le musée, c'est quelque chose où, voilà, quand on est jeune, à part si on a vraiment un amour pour l'art, c'est quelque chose qui est un peu une corvée pour les adolescents et là ils ont l'occasion en fait de découvrir ça seuls et dans une expérience vraiment intimiste. Merci beaucoup Camille pour ces réponses. On accueille donc Nicolas sur le plateau. Vous avez un agenda à nous proposer pour ce week-end, donc on vous écoute. Je pense qu'on commence avec les festivals. Exactement, pas mal de choses au programme ce week-end. On a d'abord le festival Palestine qui aura lieu à 20h30 ce soir à l'Hybride. D'accord. Et c'est la 4e édition. Et pour cette édition-là, l'association Amitié Lille-Naplouse va diffuser 6 courts-métrages qui dressent le portrait de la Palestine, d'un peuple sous l'occupation et sous l'oppression, pardon. Moi, je connais bien l'Hybride et si vous ne connaissez pas, c'est un truc à découvrir. C'est un cinéma participatif avec un bar et des canapés. Je ne connais pas, mais merci, on en prend note, Camille. Et pour le coup, ça dure 1h25, donc ça ne prend pas non plus énormément de temps. Et en plus, vous pouvez aussi rencontrer les réalisateurs sur place. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on poursuit en musique avec le festival Solidarité, qui commence aujourd'hui et qui se termine dimanche à la Maison Folie Oisem. Et cette année, ils ont choisi le thème de l'hospitalité. Et donc, en fait, ils vont faire un festival autour de la musique. Donc, tout le week-end, il y aura une radio-fréquence qui vont faire découvrir des radios du monde, en fait, des musiques du monde, voilà. C'est multiculturel, oui. C'est ça, c'est multiculturel. En fait, c'est vraiment pour faire découvrir les musiques du monde. D'accord. Donc, aujourd'hui, il y a des chants hongrois et ukrainiens, si vous êtes intéressé par l'univers. Pourquoi pas? C'est pas commun. Rome, voilà, c'est pas commun du tout. Demain, il y aura un bal Oriental Groove. D'accord. Donc, avec la version orientale des Kool and the Gang. Ça a l'air très original. Qui s'appelle d'ailleurs Abdul and the Gang. Voilà. D'accord. C'est plutôt pas mal. Et dimanche, enfin, il y a un atelier cuisine autour du couscous. Donc si vous avez envie de vous exercer au couscous, c'est l'occasion rêvée. Je crois que maintenant on a fini avec les festivals et on passe à d'autres sorties. Alors on va enchaîner avec les spectacles. Si vous avez une envie de rire, il y a un spectacle qui s'appelle Parle à mon psy, mon sexe est malade, qui se déroule donc ce soir et demain soir à 19h à la boîte à rire. Donc en fait, c'est l'histoire d'une ex-call girl qui retrouve ses vieux démons et qui donc essaye de les abandonner en faisant une psychothérapie. Et on se rend très vite compte que de la patiente et de la psy, on se demande qui est la plus déjantée. D'accord. Voilà. Donc c'est assez drôle. Ensuite, il y a le festival-concert Le Père Noël est-il un rocker, donc qui a lieu jusqu'au 18 novembre. Et le 17, donc ce soir, il y aura ce sera un concert un peu trip-hop au Splendide à 19h. Et demain, ce sera plutôt électro à l'ancien Magazine Club.
donc à partir de 23h, assez tard. Et les bénéfices seront reversés pour acheter des jouets aux enfants. D'accord, merci pour cette précision. Enfin, on termine avec une exposition, l'exposition de Phil Van Dunen, Bits and Species, jusqu'au 20 décembre, donc vous avez encore un peu de temps. D'accord. Ça se déroule à l'île 3, dans la galerie des Trois Lacs de l'île 3. Et c'est des travaux photographiques sur l'absurdité, la violence, ce genre de choses. C'est assez loufoque. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces sorties et l'agenda du week-end. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro du T'as vu. Et merci de nous avoir suivis. Au revoir.